Bonjour et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo consacrée à la montée d'histogramme. Lors de la première vidéo, on a vu les principes généraux et des conseils généraux sur la montée d'histogramme. La deuxième vidéo, on s'est intéressé vraiment aux différents process et scripts qui existent pour réaliser la montée d'histogramme. Maintenant, il m'a semblé utile, voilà, dans cette troisième vidéo, de prendre des exemples un peu plus représentatifs, de diversifier les objets sur lesquels on raisonne pour effectuer la montée d'histogramme, pour voir vraiment ce qui est, selon moi, le plus adapté selon les différents cas de figure. Et ben, on va voir tout ça ensemble. C'est parti! Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la montée d'histogramme. On l'avait dit, hein, la montée d'histogramme, c'est l'étape sans doute la plus cruciale du traitement, c'est là où on peut vraiment réussir son image ou vraiment la rater. C'est encore possible de la rater à d'autres stades du traitement, mais moins qu'à la montée d'histogramme, on va dire. Donc, si on a mis toutes les chances de son côté à la montée d'histogramme, normalement, l'image, après, elle peut avoir des défauts, elle peut ne pas être parfaite, mais elle sera pas complètement ratée. Donc ça méritait de rentrer un petit peu quand même dans le détail. Et on avait vu dans une première partie donc les principes généraux, des conseils, etc. Dans une deuxième partie, les process et les scripts. Et dans cette troisième partie, on va voir comment exploiter au mieux ces outils sur différents types de cibles. Parce que la vidéo précédente, où on avait fait le comparatif d'un petit peu tous les process et les scripts qui peuvent exister pour réaliser la montée d'histogramme, c'était que sur une image particulière. Donc, on pourrait se dire que sur d'autres types d'objets, avec des contraintes différentes, ça donnera pas forcément les mêmes résultats. Donc ça mérite voilà, de revenir un petit peu là-dessus. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la meilleure manière d'obtenir une bonne montée d'histogramme, selon la nature des cibles. Je l'ai dit dans les deux dernières vidéos, mais sans vraiment rentrer dans le détail, hein, qu'on n'allait pas monter, on n'avait pas les mêmes objectifs, on n'avait pas cherché à mettre les mêmes choses en évidence, et donc on n'avait pas tiré l'histogramme de la même manière sur des images qui sont des amas stellaires, des galaxies isolées avec qu'elles aient un petit peu de halo ou pas, des galaxies qui présentent, elles, des vraies extensions clairement identifiées et délimitées, avec un fond de ciel derrière qui se détache, des nébuleuses par émission qui remplissent un petit peu tout le champ, où on n'a pas vraiment de zone de fond de ciel, des nébuleuses plus obscures où il y a du fond de ciel derrière, ou pas trop, comme c'est dans le cas de l'Iris, des nébuleuses par émission et par réflexion qui sont dans des zones un petit peu denses également. Et puis ça, voilà, on va essayer de faire des images monochromes, des images couleurs. On va pouvoir se rendre compte au passage que faire la montée d'histogramme sur une image couleur avec un capteur couleur, de laquelle on n'a pas extrait la luminance, c'est-à-dire qu'on vient faire la montée d'histogramme à la fois pour la luminance et pour les couches couleurs, et ben c'est pas forcément plus compliqué qu'une luminance noir et blanc. Et que la quasi-totalité des mêmes conseils, en réalité, s'appliquent indifféremment, qu'on soit sur une image monochrome ou sur une image couleur. Là où il peut y avoir une petite différence, en revanche, c'est pour une image couleur qui n'est qu'une couche RGB qu'on se destine à mixer avec une luminance. Auquel cas, on n'a pas un rendu pareil que la luminance, on a deux rendus différents où on sait que aucun des deux rendus ne va correspondre vraiment au final. On va avoir des petites modifications en termes de luminosité par rapport à la luminance, parce que une image monochrome et une image couleur, le ressenti sera pas exactement le même, donc quelque chose qui nous semble équilibré en noir et blanc va peut-être nous sembler déséquilibré une fois la couleur remise dessus. Et pareil pour la couleur, on a des couleurs qu'on va essayer de conserver le plus vivace possible, le plus présent, avec le meilleur niveau de dégradé, et ensuite en fonction de la manière dont on a tiré la luminance, on aura un résultat qui ne satisfera pas toujours. Donc voilà, on n'a pas un bon aperçu sur ces deux couches séparées, il faut attendre la recombinaison en LRGB. Pour les images qui sont traitées directement avec un capteur couleur, c'est beaucoup plus facile, on a le résultat en direct sous les yeux. En sachant que quand vous débutez, bien souvent, si vous êtes avec un capteur couleur, vous aurez tendance à traiter votre image d'un bloc. Toute l'image ensemble, donc à faire la montée d'histogramme pour toutes les parties de l'image, couleur et luminosité indifféremment. Et ensuite, quand vous essayez de progresser dans le traitement, ou alors parce que vous travaillez avec une caméra monochrome et des filtres, ben vous n'aurez pas le choix, vous devrez faire votre luminance à part. Mais quand vous êtes avec un capteur couleur, voilà, vous pourrez aussi choisir d'extraire la luminance de votre image dès le début du traitement pour vraiment appliquer des process distincts à la luminance et la partie couleur. Parce que vous ne flouterez pas de la même manière, vous ne chercherez pas à mettre les détails en évidence de la même manière, vous n'essayerez pas de gérer le bruit de la même manière sur les deux couches. Donc ça permet d'aller un peu plus loin dans le traitement de son image avec un capteur couleur, même si on peut faire déjà de
très très belle chose et réussir parfaitement son traitement avec une image où on traite tout d'un bloc, hein. Mais voilà, les deux se font. Donc là, quand je parlerai des images plutôt noir et blanc, ça s'appliquera aussi aux luminances qui sont faites avec des capteurs couleurs. Et quand je parlerai de couleurs, je dirais si ça s'applique, voilà, si ça s'applique à des images faites avec un capteur couleur ou si c'est des couches couleurs faites avec un capteur monochrome. Alors on commence tout de suite avec le premier type d'objet, et le type d'objet le plus simple qu'on peut imaginer, c'est un champ uniquement rempli d'étoiles. M35 avec un autre petit amas ouvert qui est beaucoup plus éloigné, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais voilà, on n'a pas dans ce champ, a priori je crois, d'IFN, on n'a pas de zone H-alpha, voilà, on a que des étoiles. On est sur un champ qui est assez uniforme avec du fond de ciel et des étoiles. Voilà, on a un seul type d'objet, on a des étoiles plus grosses, des étoiles plus petites, bon ça, et c'est plus sur la question de la gestion des halos que ça va se jouer, mais au final on est sur des montées d'histogrammes qui sont relativement simples. Alors on va pas pouvoir sur celle-là très clairement se servir, comme on avait montré la technique la dernière fois, d'aller coller le STF directement dans histogramme transformation et d'appliquer le process, parce que tout simplement on voit que le STF donne de bons résultats pour bien afficher toute l'information, mais qu'en revanche c'est trop tiré, le signal est trop tiré, les halos sont trop présents, le fond de ciel est trop clair, les étoiles sont toutes saturées, même les petites étoiles. Donc on arrive comme ça sur quelque chose qui est qui va être assez homogène et bien trop poussé, on va dire, pour garder un côté naturel et facile à traiter derrière. Sur des images de ce type, très simple, où on n'a que des étoiles, eh ben, on va choisir un process qui déjà ne dénature pas les étoiles. On a vu la dernière fois que des process comme Arcsyn Stretch, quand il n'est pas très bien paramétré, ou Masked Stretch, là de manière quasi automatique, va altérer très profondément l'aspect des étoiles. Les étoiles vont perdre leur côté naturel, leur côté gaussien, et au profit d'une espèce de centroïde très marqué, avec une zone de halo un peu plus faible à côté, et ça va donner quasi systématiquement des très mauvais résultats. On peut le montrer de manière très rapide. Là, j'ai juste appliqué un masque stretch sur l'image. Voilà ce que j'obtiens. C'est très cohérent avec ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 2 hein, sur l'aspect des étoiles avec ce type de montée. On a quelque chose qui à la fois est très aplati en termes de dynamique et qui est mauvais pour préserver l'aspect des étoiles. Alors, sur les petites étoiles, ça peut encore faire illusion. Sur les grosses étoiles, en revanche, voilà, on a un halo très très marqué, peu de progressivité dans la luminosité de l'étoile. Voilà, tout ça pour dire que sur ce type d'image, sur ce type d'objet, on sait déjà que les process qui ne respectent pas l'aspect des étoiles vont être tout simplement écartés. Alors, ça semble idiot dit comme ça de dire que sur un champ d'étoiles, il ne faut pas utiliser des process qui dénaturent l'aspect des étoiles, mais voilà, il faut quand même le dire. Et de manière générale, sur ce type d'image où les objets sont très simples, on ne peut pas faire plus simple qu'un champ d'étoiles, hein, avec rien d'autre. Mais ça serait vrai aussi pour des galaxies qui sont bien délimitées, où il n'y a pas de zone de halo, de zone des extensions autour plus diffuses à mettre en valeur. On est sur des objets simples qui ont une dynamique simple. Donc on va recourir à des process les plus simples possibles pour à la fois préserver ce côté naturel de l'image, et puis parce que juste on n'a pas besoin de s'embêter à utiliser des process ou des mixages très compliqués. Il suffit juste de tirer les niveaux comme il faut pour bien mettre en valeur les objets qui sont présents sur l'image, en évitant de cramer les étoiles, en évitant que les grosses étoiles gonflent trop, et puis en faisant en sorte que les petites étoiles soient quand même visibles. Donc tout ça, c'est assez facile à faire avec une montée d'histogramme traditionnelle. Donc là, à objet très simple, montée d'histogramme, bah, très très simple aussi, hein, je viens juste fixer mon point noir, ici, donc du moment que je clique pas, on a vu que c'était bon. Et puis je vais venir relever ça. Alors là, ici, pareil, c'est faux. Moi, je vous recommande de le faire n'hésitez pas à le faire en plusieurs passes. C'est pas parce que c'est un objet simple qu'on doit absolument faire la montée d'histogramme en une passe. Il faut mieux procéder à une montée d'histogramme en plusieurs étapes, en y allant doucement, que de risquer de tout cramer en une passe. Ça permettra aussi de bien juger la montée progressive des étoiles, des halos et la luminosité globale du fond de ciel. Donc là, on peut, là, pour ce première passe, déjà venir obtenir quelque chose d'assez correct. Parce que dans la vidéo précédente sur les nébuleuses, j'avais tiré un petit peu plus en disant qu'on allait refixer le point noir un peu plus derrière. Là, c'est pas nécessaire parce que si je tire et que derrière je viens re-régler le point noir, je vais me retrouver avec des étoiles qui auront beaucoup grossi. Donc là, ce stade-là, je pense que c'est nécessaire d'obtenir déjà un fond de ciel qui serait un petit peu plus clair que là où on voudrait le fixer au final, mais pour autant qui reste correct.
Donc là, par exemple, là, on peut voilà, faire déjà cette première transformation. Et ensuite, on va venir peaufiner sur la deuxième passe. Alors, en soignant le fond de ciel. Alors là, je vais pas le mettre là parce que justement, j'ai envie d'avoir un fond de ciel qui soit un petit peu naturel. Et en première intention, voilà, je sais pas comment je vais tirer mon point gris. Donc je voudrais je voudrais me laisser un peu plus de marge de manœuvre. Surtout, je voudrais éviter que ça soit cramé au centre de l'amas. Ah, mais typiquement, là, j'ai pas grand chose à retoucher. Là, maintenant que j'ai fixé mon point gris, je vais pas retoucher donc à la luminosité et je peux venir rebaisser un petit peu le fond de ciel. Pas trop, pour pas que ça soit trop noir, je veux garder un petit peu de marge. On arrive à une version finale qui est bien dosée, on garde des étoiles qui ont un côté naturel. En plus, comme c'est un amas ouvert, il faut en tenir compte. Si on serait sur un amas globulaire. Alors ça ici, ce qui est à côté, c'est un amas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un amas ouvert, c'est pas un amas globulaire. C'est un amas ouvert, mais ça ressemble quand même d'aspect à un amas globulaire. Donc on a ce petit fourmillement d'étoiles qui sont très proches dans le cœur, auquel cas on va surtout chercher à ne pas saturer les étoiles, parce que dès qu'on va saturer les étoiles, elles vont se toucher les unes les autres, et on va perdre le côté fourmillement, où on profite d'une tache un petit peu floue dans le centre, et on a vraiment envie que les étoiles grossissent le moins possible. C'est pour ça d'ailleurs que sur certains amas globulaires qui sont assez brillants, on va même privilégier parfois les poses courtes, faire beaucoup plus de pauses mais courtes pour vraiment ne pas du tout cramer, saturer les étoiles lors de l'acquisition. Parce qu'on peut les cramer au traitement, mais on peut les cramer avant ça à l'acquisition. Là sur cet objet, il n'y a pas trop de risques, mais voilà, c'est un peu le même principe. Et donc on va chercher à tirer très peu, quitte à faire plus d'images. Donc là on peut se permettre de tirer un petit peu plus, même les halos, c'est pas très grave s'il y a des halos, au contraire ça donnera des étoiles bien colorées, qui auront un peu plus de présence. Typiquement sur ce genre d'objet, c'est un petit peu le seul cas où on va se permettre d'aller un petit peu au-delà pour faire gonfler les étoiles pour qu'elles aient un halo un peu plus coloré, parce que sinon une photo d'amas où les étoiles sont très fines, même si elles sont bien colorées, ça fait toujours un petit peu vide. Donc ça peut être une manière aussi de venir, en tirant un petit peu plus que nécessaire, donner un petit peu plus de présence aux étoiles, et on voit que ça permet d'avoir un champ quand même qui est intéressant à regarder. Et puis là, sur cette image, on a le contraste entre ces deux amas ouverts, et dont un qui a un aspect plus globulaire. Donc voilà, il faut juger aussi en fonction de toutes les composantes de l'image. On ne peut pas se permettre de traiter que sur les grosses étoiles, il faut aussi aller regarder les petites ici et les petites là. Elles restent bien définies jusqu'au centre. Donc là, on sait qu'on a réussi la montée d'histogramme. Le fond de ciel, il est correct, il n'est pas trop sombre, il n'est pas trop clair. C'est important sur ce type d'image d'avoir un bon contraste. Ça vaudrait aussi pour une galaxie isolée avec un fond de ciel autour. On peut se permettre d'avoir un bon contraste, un contraste un petit peu plus renforcé. Une zone où il y aurait des extensions, il faudrait quelque chose de plus progressif. Là, il n'y a pas lieu d'avoir vraiment de progressivité. On n'a pas de zone de transition entre les étoiles et le fond de ciel, de la même manière qu'il n'y aurait pas de transition entre la galaxie bien délimitée et le fond de ciel. On passe tout de suite de lumineux à sombre. Donc voilà, sur ce type d'objet-là, une montée histogramme classique, histogramme transformation, donnera à coup sûr quasiment toujours les meilleurs résultats. Alors pour illustrer aussi ce type d'objet, un petit peu de la même manière que ce qu'on a vu pour les amas d'étoiles, ces objets très différents, mais en réalité, la manière de les traiter pour la montée d'histogramme ne va pas changer radicalement. Sur un champ d'étoiles, on a des zones très foncées, des zones très claires, des zones progressives au niveau des étoiles sur les halos. Dans le cas des galaxies isolées, comme c'est le cas là par exemple avec M83, même si on pourrait considérer qu'il y a un halo un petit peu diffus autour, là on est sur quelque chose d'assez marqué. On n'est pas sur des galaxies avec beaucoup de halos comme on va voir derrière. Sur ce type d'image, typiquement, là je vais enlever le STF et je visualise l'histogramme ici. Alors sur cette image, le meilleur résultat, je l'ai obtenu en faisant un histogramme transformation. Encore une fois, de la même manière que pour les étoiles, précédé d'un petit auto-stretch. On verra tout à l'heure comment bien s'en servir, parce que là, l'histogramme est totalement décalé à gauche, et avec l'auto-histogramme logarithme, hop, je vais le repasser un petit peu à droite, ce qui va me permettre de bien tirer les curseurs en plusieurs fois pour la montée histogramme, avec histogramme transformation. Une première passe, plus agressive, une deuxième passe, où je viens voilà, retirer un tout petit peu l'histogramme par rapport à la version précédente, et là j'arrive sur mon image finale, avec la montée d'histogramme réalisée, qui respecte bien les différents niveaux de luminosité de l'objet. C'est plus brillant dans le cœur, dans le noyau de la galaxie, les bras spiraux sont bien dessinés, le fond de ciel reste à un niveau qui est correct, ni trop sombre, ni trop clair. Les plus fines extensions voilà, diminuent progressivement, on a quelque chose de très doux en termes de montée d'histogramme. Si je compare avec un résultat qu'on obtiendrait avec Masked Stretch, typiquement, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt encore une fois de le faire sur ce type d'objet, on voit que
on a réussi à gagner un petit peu dans les zones diffuses qui sont autour de la galaxie, mais au détriment de tout le reste qui est le plus important ici, c'est-à-dire la dynamique et la physionomie des bras spiraux. Donc clairement, et en plus on a altéré les étoiles, la forme des étoiles au passage, puisqu'elles ont perdu encore une fois cet aspect gaussien. Donc là, sur ce type d'image, on n'envisage même pas un mix, en fait il y a trop de défauts dans la version Mask Stretch pour envisager de la mixer et de venir diminuer la qualité de notre montée histogramme avec histogramme transformation. Donc sur ce type d'image, voilà, comme pour les amas d'étoiles, pour les galaxies isolées, bien dessinées, avec même si c'est pas grave qu'il y ait un gradient de luminosité autour de la galaxie, du moment que c'est pas un halo avec avec des formes très précises qui sont mises en valeur, comme ce qu'on va faire derrière, ça se justifie pas en fait et de faire un mix ou quoi que ce soit, donc il faut mieux rester sur sur des bonnes versions bien réalisées d'histogramme transformation. Autre exemple, cette fois sur une galaxie, alors avec cette fois un halo bien présent, des extensions. Donc là, des zones de transition assez subtiles, potentiellement à les mettre en évidence sur l'image finale. Ça serait dommage de tirer trop l'histogramme de manière trop dure pour couper vraiment et perdre des extensions. Donc là, le but, c'est d'aller mettre en évidence toutes les extensions. En sachant que les extensions qui sont ici, par exemple, qui sont très faibles, ou ici, si on cherche à les monter trop, on va tout de suite tirer beaucoup sur les étoiles. Donc là, j'ai déjà fait le travail en amont, comme ça on va passer plus rapidement en s'épargnant les process. Là, elle est visualisée l'image en STF. Je vais désactiver le STF juste pour et remettre la bonne image ici. Voilà, pour vous montrer l'intérêt aussi de auto-histogramme quand je parle de la transformation logarithmique. Là, si je mets sur mon histogramme, on voit que je vois même pas la partie gauche de mon histogramme en réalité. Il est complètement coupé. Là, je peux zoomer autant que je veux. Tout l'histogramme est vraiment dans la partie gauche de l'écran. Alors, je vais appliquer pour commencer un petit auto-histogramme avec logarithme transformation, ce qui me fait passer à ça. On voit que le résultat là, est visualisé ici sur sur mon histogramme est immédiat. Je suis passé de ça, complètement collé sur la gauche. J'ai pas la première courbe où ça monte, c'est directement tout collé sur la gauche, à ça, qui me donne voilà, une première petite montée, mais qui me permet surtout de décaler mon histogramme un peu sur la droite et me permettre d'appliquer ensuite les histogramme transformation de manière beaucoup plus simple qu'en étant à l'étape d'avant. Donc ensuite juste un petit histogramme transformation où je suis venu voilà, tirer comme il faut, essayer de garder le fond de ciel à peu près propre, on commence à voir les extensions, ça c'est bien, on en voit même certaines pas mal et on voit quand même le halo autour. Pour la comparaison, j'ai fait aussi une version avec Mask Stretch. La version avec Mask Stretch, elle est pas mal également parce qu'elle permet de mieux faire ressortir le halo. Là, on voit le halo commence à prendre une forme circulaire là, qui correspond plus à la réalité, avec des extensions. Alors après, ça commence à bruiter un peu dans le fond de ciel parce qu'on tire plus sur les niveaux. Et même effet que ce qu'on a vu précédemment avec Mask Stretch, c'est-à-dire que ça détruit un peu la dynamique, ça casse la dynamique. Votre image, elle est très aplatie. La zone centrale, le noyau de la galaxie, il est aussi lumineux quasiment que le reste du halo. Les étoiles, même très brillantes, elles sont un peu éteintes par rapport à la version histogramme transformation. Et puis surtout, si on vient les comparer, par exemple sur cette zone-là, on voit que les étoiles, voilà, elles ont une déformation. Alors soit pour les étoiles plus faibles, c'est vraiment un centroïde qui est très marqué, et puis un halo plus diffus autour, soit pour les grosses étoiles, on a perdu le côté un peu naturel, vraiment énergique là, qui se dégageait de cette version-là pour être sur quelque chose d'un peu plus éteint. Donc là, pour celle-là, j'ai fait comme ce que j'ai montré sur la vidéo précédente, un petit mix rapide. Je suis venu d'abord faire une version starless de ma version histogramme transformation, où j'ai récupéré à part les étoiles. Elles sont ici, toujours en cochant la fonction Unscreen Star dans Star Exterminator, c'est la petite case qui est ici, Unscreen Star pour pouvoir les récupérer justement derrière. Je suis venu faire la même chose sur Mask Stretch, parce que sur Mask Stretch, autant je suis content du résultat obtenu sur le halo, autant les étoiles me plaisent pas, donc autant les enlever directement. Ensuite, je me suis même permis par rapport à la méthode que j'avais montrée précédemment, de faire encore un tout petit ajustement sur la version histogramme transformation. Je suis venu relever encore un petit peu plus, je suis venu descendre un petit peu le fond de ciel, tirer un tout petit peu plus, mais très léger sur le curseur, ce qui fait que je suis passé de ça à ça. Donc, attention, par rapport à ma version où j'ai extraite les étoiles que je réintégrais derrière, j'ai un petit peu retouché les curseurs. Alors je sais que j'ai conseillé de pas le faire, mais là c'est après la montée d'histogramme et c'est un petit ajustement, c'est léger, donc normalement ça ne devrait pas altérer les étoiles quand on va les réintroduire. À côté de ça, j'ai créé une version mixée, celle-là,
constitue à 50% de ma version histogramme transformation, qui est à gauche, et à 50% de ma version mask stretch. Donc cette version, au final, elle cumule, je vais la mettre un peu au milieu comme ça entre les deux. Ça cachera, on verra pas toute l'image, mais c'est pas très grave. Cette version-là, donc, qui est mixée au milieu, elle cumule les qualités des deux versions. Elle garde une dynamique qui est beaucoup mieux que sur Mask Stretch, la dynamique est tout aplatie. Elle garde un peu la dynamique de la version histogramme transformation, mais on voit que le signal est monté voilà, dans la zone du halo, il est beaucoup plus visible que ici, notamment dans la partie là à gauche de la galaxie. Sur cette image, ensuite, je suis venu faire un petit coup de pixel matte grâce à cette formule, où j'ai donc réintégré sur mon image mixée les étoiles en version unscreen, donc en version pour éviter la saturation des étoiles, en évitant de compter en double les zones prises en compte pour combler par le starless et les étoiles d'un côté. Donc c'est cette formule-là que je suis venu appliquer à mon image mixée, voilà, où j'ai ramené les étoiles dedans, en sachant que c'était les étoiles de cette version-là. Et ensuite, je l'ai juste renommé et j'ai rebaisser un tout petit peu le point, je remonte un tout petit peu le point noir de 3 ou 4 valeurs juste pour voilà, essayer d'harmoniser un petit peu le fond de ciel. Et ça donne un résultat qui est, alors sur cet objet-là, l'histogramme de transformation en vrai donnait déjà un résultat intéressant parce que on voyait qu'il y avait quelque chose, on voyait que le halo était quand même présent. Ça pourrait donner des résultats encore plus intéressants sur les galaxies où il y a vraiment en plus de l'IFN dans le champ, où il y a des extensions très très ténues. Là, il y a des extensions très très ténues, mais qui apparaissent déjà un petit peu sur la version histogramme transformation, sans dénaturer le fond de ciel. Donc voilà, ça apporte un plus, ça révolutionne pas l'image, comme ça elle pourrait le faire avec une galaxie typiquement M51 avec de très longs temps de pause où ça fait où on met vraiment en lumière toutes les extensions qu'il y a à voir dans le champ. Et donc on obtient une image qui a les qualités de la version histogramme transformation, bonne dynamique, meilleure présence du halo, hein, ici qui est bien renforcé, avec un fond de ciel qui reste satisfaisant, des étoiles qui restent très bonnes, puisque c'est les étoiles de notre version histogramme transformation, et je peux cacher la mask stretch maintenant, on n'a plus réellement l'utilité. Et si je viens comparer, comme j'ai fait un petit tirage d'histogramme entre cette version de histogramme transformation où j'ai récupéré les étoiles et ma version mixée, il faut quand même que je vienne m'assurer que les étoiles n'ont pas été altérées et que ça n'a pas créé par exemple des halos un petit peu sombres autour des étoiles, notamment au sein des étoiles qui sont dans la galaxie. Donc là voilà, petite vérif rapide, je m'aperçois que c'est pas le cas, hein, ça n'a rien altéré au niveau des étoiles, comme de toute façon j'ai quasiment pas touché au fond de ciel, ça ne perturbe rien dans le fond de ciel non plus. Et on voit qu'on se rend compte qu'on arrive à une version voilà, qui était un petit peu, quand même un petit peu trop blanche, un petit peu saturée en termes de luminosité, où on allait perdre en couleur lors du mixage final, à une version un peu plus équilibrée, alors certes qui perd un petit peu en dynamique, mais on trouve un compromis acceptable entre détails dans la galaxie, dynamique générale de la galaxie, et mise en évidence des halos, du halo de matière autour de la galaxie. Donc pour des galaxies de ce genre, qui ont des halos très diffus, la meilleure solution, ça reste histogramme transformation. Si vous êtes sur un traitement autonome, parce que vous ne dégradez pas les étoiles, et vous pouvez vous permettre quand même de tirer jusqu'à mettre en évidence le signal, sous réserve que ça ne commence pas à bruiter énormément dans le fond de ciel. Mask Stretch est intéressant aussi parce que ça met mieux en valeur les extensions, mais par contre les étoiles sont très mauvaises. Donc sur ce type d'objet, histogramme transformation est très bon, et un mix entre histogramme transformation et mask stretch donne probablement les meilleurs résultats. Alors après, là, je l'ai fait très rapidement, hein, je l'ai fait en quelques clics. Je fais du 50-50, je n'ai pas cherché à peaufiner. On pourrait chercher, on pourrait se dire, peut-être que sur cette image-là, un 60-40 aurait été meilleur avec histogramme transformation pour garder un peu plus de dynamique. Bon, voilà, après, de toute façon, ça se juge indépendamment pour chaque image et sur chaque objet. Cette méthode-là, moi, je la recommande pour ce type d'objet avec des objets quand même assez lumineux et des extensions très faibles autour. Alors, en sachant tout de suite, petite précision, que, comme je disais, c'est apprécié image par image et aussi en fonction des acquisitions que vous avez réalisées et de l'objet. Sur l'image précédente, on a vu que ça marchait très bien sur la galaxie, parce que cette galaxie-là, typiquement, on l'a fait en L, en RGB, ou en LRGB si vous êtes sur un capteur couleur, et éventuellement on lui a rajouté un peu de H-alpha, mais on s'attend pas à avoir un signal en H-alpha qui va complètement changer l'image. Au mieux, on aura quelques zones bien identifiées dans la galaxie qui correspondent aux nébuleuses par émission présentes dans ces galaxies, donc ça sera quelque chose d'assez ponctuel et d'assez limité.
En revanche, sur une nébuleuse, ici on est sur NGC 2736, c'est la nébuleuse du crayon, je crois, de son petit nom. Là, j'ai fait une montée d'histogramme classique, histogramme de transformation, voilà, en essayant d'obtenir quelque chose, une bonne dynamique sur de luminosité sur l'objet. Sur cette image-là, on voit qu'on a un objet qui est bien présent, une nébuleuse qui est bien présente, avec des détails, qui est bien contrasté par rapport au fond de ciel, mais on voit que le fond de ciel, il y a beaucoup de nébulosité derrière. Alors, on pourrait être tenté de se dire, je vais faire un peu la même chose qu'avant, ce que j'ai fait sur l'image précédente, je vais faire une version histogramme transformation, je vais faire une version masque stretch, comme ça je mettrai encore plus en évidence les zones de nébulosité en arrière-plan, et je vais mixer les deux. Alors, pourquoi sur cet objet-là, par exemple, je ne recommanderais pas de faire ce mixage? Tout simplement parce que ça serait oublier qu'en réalité, sur une nébuleuse de ce type, là c'est l'image de luminance, si vous faites une nébuleuse de ce genre, vous aurez fait de toute façon une version H-alpha. Vous aurez fait une couche de H-alpha, que en général vous allez venir rajouter, alors soit à votre image RGB et ou, et le plus souvent et, que vous allez venir ajouter également à votre couche de luminance pour la booster justement dans le signal H. Et à quoi ça ressemble la couche H-alpha sur cette image? Eh ben, ça ressemble à ça. Vous avez déjà la nébuleuse qui ressort très bien, vous avez toutes les nébulosités ici qui ressortent très bien, et alors l'image n'est pas croppée, on n'a pas enlevé les gradients, rien du tout, mais on voit qu'on a du signal aussi dans le fond de ciel. On a du signal aussi sur les petites zones de nébulosité qui ressortent en H-alpha. Donc quand on va venir rajouter, booster un petit peu notre luminance avec cette couche H-alpha, on va naturellement booster la nébuleuse, on va naturellement booster tous ces petits signaux ici, et on va remonter et obtenir des zones de transition qui seront très subtiles. Donc ici, le mix avec une version masque stretch ne se justifie pas réellement parce qu'on va déjà venir rehausser le signal de ces différentes nébuleuses sur la couche de luminance derrière en intégrant une partie, toute ou partie du signal H-alpha. Voilà, c'est sur cet exemple-là, je pense que ça donnerait pas de très bons résultats. Ça viendrait casser la dynamique et ça viendrait pas plus, ça viendrait trop diminuer la luminosité de l'objet vraiment principal au bénéfice de zones qui de toute façon vont être rehaussées à la fois sur la couche H-alpha et à la fois sur la couche RGB derrière et qui ressortiront bien dans tous les cas lors de la combinaison finale. Donc sur ce genre de nébuleuse, vous avez des extensions derrière où ça remplit pas tout le champ, vous avez aussi du fond de ciel, vous avez aussi des nébuleuses en arrière-plan. Attention à bien apprécier le mixage que vous faites sur la couche de luminance pour pas venir anticiper trop sur l'insertion de la couche H-alpha que vous allez éventuellement faire dans votre couche luminance. C'est à garder en tête. Et sur cette image-là, moi pour le coup, je partirais, mais vraiment sans aucune hésitation, sur l'image de gauche. Alors, là j'ai fait avec histogramme transformation classique, mais que si vous la faites avec soft stretch ou si vous êtes à l'aise avec GHS et que vous la faites avec GHS, voilà, aucun problème. Hein. Ce que je veux dire, c'est une montée d'histogramme, pas sur des process qui peuvent être un peu destructeurs ou un peu, soit au niveau des étoiles, soit au niveau de la dynamique, comme Marksin Stretch ou comme Masked Stretch. Un autre type d'objet sur lequel c'est intéressant de regarder les différences qu'on peut obtenir entre une montée d'histogramme classique, on va dire, et une montée d'histogramme masquée, donc là toujours avec masque stretch, c'est typiquement ce genre de nébuleuse par émission, ce genre de nébuleuse qui remplit totalement le champ du capteur, et où là il n'y a que des zones de nébuleuses. Alors on a des nébuleuses par émission, on a des nébuleuses obscures, mais on n'a aucune zone ici de fond de ciel. Donc là ici, vous l'avez reconnu, hein, je suis sur la région du mur hein, de la nébuleuse America, NGC 7000. Donc j'ai des choses très intéressantes à mettre en évidence, à la fois en termes de gradient de luminosité, je pars de zones très très sombres, là ici les zones de poussière ici, à des zones intermédiaires, mais qui ne sont pas du fond de ciel, hein, attention, dans cette zone-là, à des nébuleuses plus diffuses ici et ici en périphérie, et des zones vraiment très brillantes, très lumineuses, là sur les blocs où il y a vraiment des détails à les mettre en évidence, des détails très intéressants. C'est typiquement le genre d'image qu'on va obtenir sur des nébuleuses en SHO. Si on avait fait cette image en LRGB, en L, on aurait eu plus de zones où on aurait pu voir du fond de ciel, on n'aurait pas forcément eu du signal absolument partout, mais sur des images en narrowband, ça arrive fréquemment que sur un objet assez étendu, et ben, l'objet prenne l'ensemble du capteur. Alors là, c'est pareil. Là, à gauche, j'ai fait une montée d'histogramme classique, donc voilà, qui respecte bien les progressions des différents niveaux de luminosité. Alors, on pourrait le parfaire peut-être un petit peu, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde. Il y en a qui diminueraient un petit peu peut-être la luminosité, qui boosteraient un peu plus le contraste. Voilà. En tout cas, c'est une version qui est
voilà, qui peut se travailler en tout cas avec histogramme transformation. Et j'ai fait laisser à côté pour vous montrer ce qu'on obtient avec Mask Stretch. Alors vous voyez que là, sur cette zone-là, je peux tout à fait utiliser Mask Stretch, même si j'ai pas de zone de fond de ciel. Encore une fois, la zone que j'ai indiquée dans mon background reference ici, là je l'ai sélectionné dans la zone un peu plus sombre ici, pour pas la mettre dans les zones de poussière, parce que sinon ça aurait relevé tout le reste énormément. Donc je préfère trouver une zone, voilà, un petit peu intermédiaire. Et ça me donne cette image. Alors encore une fois, hein, la dynamique est beaucoup plus aplatie, mais cette image, elle présente quand même un intérêt. Alors, pas immédiat, peut-être pas pour celui que vous croyez, parce que là, je parle plus pour l'image de luminance. Quand vous faites du SHO, vous avez plusieurs manières de mixer vos 3 couches. Vous allez les mixer d'une certaine manière pour faire la couleur, mais ensuite vous avez d'autres manières de les assembler tout au global. Vous pouvez faire du SHO classique, donc uniquement le mélange des couches SHO, ou vous pouvez aussi essayer de transposer ce qu'on fait pour le traitement LRGB en extrayant une couche de luminance des images SHO pour travailler de la même manière avec une couche luminance et une couche couleur. Pour beaucoup d'objets, en réalité, la couche luminance, elle sera composée en très grande partie de la couche H-alpha, qui en général va contenir à peu près tous les détails qu'il y a sur l'objet, et qui présentera le meilleur rapport signal sur bruit. Mais ça arrive que pour beaucoup d'objets, alors pour cet objet-là, pas spécialement, mais on peut imaginer d'autres objets qu'on ferait en narrowband qui s'y prêteraient beaucoup mieux, où vous aurez un signal très présent et très complémentaire qui ne correspondra pas du tout à ce qu'on a sur la couche H-alpha, par exemple en O3 et parfois en S2. Vous avez les couches S2 et H-alpha parfois qui sont bien distinctes. Et c'est plus fréquent pour la couche O3, et sur certains objets, eh ben, il faut récupérer aussi une partie de cette information pour, si on veut le traiter, dans le cadre d'une couche luminance LSHO. Et la couche luminance, ça pourrait être un mix, donc du coup au choix, alors du H-alpha, du O3, du S2, dans des rapports plus ou moins différents selon les objets, que du H-alpha et du O3 si le S2 n'apporte rien de plus, et parfois que du H-alpha quand ça s'y prête. On peut se demander comment on fait pour à la fois faire une montée d'histogramme qui soit correcte, à quel moment on sélectionne ces couches, et surtout comment faire une montée d'histogramme qui soit correcte à la fois pour la luminance et pour la couleur. Et le plus souvent, en réalité, eh ben, ça donne assez souvent de meilleurs résultats de traiter les deux à part. C'est-à-dire qu'on a une même image de départ avant la montée d'histogramme, et on va faire une montée d'histogramme pour la couche luminance. Donc là, typiquement, ça serait cette image-là, avec un montée d'histogramme plutôt classique, en histogramme transformation, et une montée d'histogramme un peu différente en mask stretch pour éviter toutes les saturations possibles et pour garder le maximum de dégradé sur l'ensemble de l'image. Pour éviter qu'il y ait des zones qui se retrouvent trop noires avec pas assez de couleurs et des zones qui se retrouvent trop brillantes et qui du coup perdent un petit peu quand on va rajouter ça avec la couche luminance. Donc du coup, là on pourrait se dire que la version de gauche est bien mieux. Oui, elle est bien mieux pour une image de luminance, mais en revanche, pour le mixage couleur, l'image de droite en fait conserve un réel intérêt. C'est-à-dire que vous allez faire du mask stretch pour vos images HSO, faire le mixage pour la partie couleur, et à côté de ça, vous faites votre montée histogramme classique pour les couches SHO toujours, et vous allez mixer ces 3 couches-là pour faire une luminance mixée des différentes couches, ou que la H-alpha, ou que le mixage de la H-alpha et de la O. Ça dépend des objets. Et puis derrière, recombiner la L synthétique et vos images, votre image couleur, qui est le mixage des SHO montés avec mask stretch. C'est une possibilité, sur certains objets, ça donne de très bons résultats. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait faire une seule montée d'histogramme à la fois pour la couleur et la luminance, et traiter tout ça derrière à part, ou faire votre assemblage SHO, et puis extraire la luminance derrière, et continuer à modifier un peu votre image pour tout ce qui concerne que les détails, par exemple, sur la couche luminance, sans toucher à la couleur. Bon, il y a plein de manières de faire, mais c'est une des manières de procéder, et ça méritait voilà, juste de le relever pour ce type d'objet. Alors, une autre image avec un autre objet, cette fois une nébuleuse, alors il y a des nébuleuses en réflexion, il y a des nébuleuses en émission, il y a beaucoup de nébuleuses obscures dans la région de NGC 1333. Alors c'est une image qui m'a été passée par Michael Verny, que je remercie, parce que moi je n'ai pas de capteur couleur, donc pour faire quand même quelques exemples avec un capteur couleur, voilà, j'ai besoin d'une image faite avec, donc ça doit être une ASI 2600 couleurs, et donc là on arrive sur une image à traiter où bah, c'est pareil, il y a beaucoup de zones différentes à mettre en évidence, il y a peu de zones de fond de ciel, il y a beaucoup de poussière, il y a des nébuleuses quand même assez brillantes, donc
On a une dynamique d'ensemble à respecter, des choses à faire de manière assez progressive. Et puis, il faut garder quand même une bonne dynamique pour avoir un fond de ciel suffisamment sombre pour apporter du contraste et que l'image, voilà, donner une impression de relief un petit peu à l'image. Alors sur une image avec autant de nébulosité, de choses un petit peu subtiles à mettre en avant, on pourrait se dire qu'il va falloir une méthode de montée d'histogramme un petit peu subtile, un petit peu raffinée, où il faut y aller doucement. Alors effectivement, on peut la faire de plusieurs manières différentes. Celle-là, moi je l'ai fait avec histogramme transformation, je l'ai fait avec GHS, c'était plus ou moins la même chose, et c'était plus ou moins la même chose que cette version-là, donc qui est affichée ici, qui a été faite juste avec le script Soft Stretch de la suite EasySuit. Donc voilà, donc un clic et 3 à 4 secondes pour configurer le script. Voilà. Et ça donne un très très bon résultat qui est proche de ce que j'avais fait par ailleurs. Donc j'ai gardé cette version-là juste pour changer un petit peu d'histogramme transformation. Mais ça donne voilà, vraiment en paramétrant le script comme il faut, en indiquant les bonnes valeurs de montée, on obtient quelque chose quand même de très bon très rapidement. Alors sur ce genre d'image un peu plus complexe, où c'est un petit peu plus subtil, on pourrait aussi se demander si ça n'a pas d'intérêt de faire une montée d'histogramme masquée pour mettre plus en avant les poussières et essayer d'obtenir un résultat un petit peu plus riche, en sachant que l'image de départ est quand même très riche. Alors je vous montre ce qu'on obtient là avec, en faisant le même procédé avec un masque stretch, en prenant comme référence une zone de poussière et en fixant la valeur autour de 0,30, entre 0,25 et 0,30. On obtient quelque chose voilà, où c'est toujours une dynamique un petit peu écrasée, des zones de poussière un petit peu plus omniprésentes, on va dire, là, dans quelques zones où on a l'impression qu'il y a un petit peu de fond de ciel, par exemple dans cette zone-là ici, sur la version Mask Stretch, on voit que c'est beaucoup plus tiré. Là, on remarque que la version Soft Stretch a clippé peut-être un petit peu aussi, hein, dans les noirs ici, c'est un petit peu sombre. Encore en réalité, il y a des zones qui sont encore, il est possible vraiment de mettre en évidence. Alors, cette version Mask Stretch, elle a les mêmes défauts, les mêmes avantages que ce qu'on a vu avant. On peut remarquer aussi que, par exemple, dans la zone de la nébuleuse, là, on a quelque chose qui est quand même satisfaisant en termes de dynamique, de lumière, de contraste. On a quelque chose qui est beaucoup plus aplati hein, dans la version Mask Stretch, mais en même temps, ça permet de mettre en évidence certains petits détails qui parfois sont un peu masqués là, dans la luminosité de la version Histogram Transformation. Alors, juste pour montrer un petit peu le type de résultat qu'on peut obtenir, je me suis amusé à refaire un mixage, alors pareil que tout à l'heure, un mixage en starless des deux versions, 50-50, avec réintroduction des étoiles derrière, avec la méthode Unscreen Star. Et donc on obtient cette image-là, alors qui reste relativement proche hein, de la version History Transformation, mais avec un petit peu plus de subtilité, et si on la compare juste avec la version Mask Stretch, on voit que ça n'a rien à voir, hein. On a quand même une bien meilleure dynamique sur cette image-là. Donc c'est plutôt par rapport à Histogram Transformation qu'on va la comparer. Est-ce que ça vaut le coup sur cette image? Alors il y en a qui préfèrent la version juste avec Histogram Transformation, il y en a qui préfèrent la version avec Mask Stretch. Enfin, mixer en tout cas avec Mask Stretch, parce que ça apporte un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de subtilité dans beaucoup de zones de l'image. Par exemple, si on reprend la zone de la nébuleuse, on voit qu'on a quand même gardé pas mal de dynamique de l'image, avec des zones un petit peu plus subtiles, là ici dans la nébuleuse. Et puis si je reprends la zone de tout à l'heure, là où j'étais plus dans la zone de fond de ciel qui est ici, on voit qu'on gagne quand même pas mal en termes de signal. Ça permet d'obtenir quelque chose qui est ben, un bon compromis, éventuellement qui permet de redensifier un petit peu les poussières, sans pour autant basculer dans une image qui est totalement aplatie. Donc voilà, il y a du pour et du contre. On a perdu un petit peu en effet, un petit peu relief, parce que le contraste avec le fond de ciel est un tout petit peu moins accentué. Mais voilà, ça c'est la version qu'on obtient après mixage. On peut remettre éventuellement un petit coup dessus de courbe ou de niveau pour réajuster un petit peu, retirer un petit peu. Mais attention, on va rapidement rebasculer sur une version qui se rapprochera dans ce cas-là de Histogram Transformation. Donc à voir. C'est le genre d'image où voilà, après ça c'est l'appréciation aussi de chacun, ça peut donner de bonnes choses. On voit qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il y a plusieurs manières de faire différentes qui peuvent donner des résultats qui sont à peu près
aussi bons les uns que les autres. Après, c'est plus une question de goût personnel. Alors, autre image, toujours un petit peu dans le même style d'objet et toujours un petit peu avec la même logique de traitement, la nébuleuse de l'iris. Voilà, j'ai fait une montée histogramme transformation très basique, très rapidement sur l'image de gauche, et pour changer un petit peu de masque stretch avec ArcScene Stretch sur la droite. Là, encore une fois, on peut s'interroger sur la légitimité d'aller mélanger ces deux versions. Alors, on peut se dire, en première intention, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt, parce que dans la nébuleuse, où j'ai quand même pas mal de détails, dès que je vais monter un peu avec histogramme transformation, pour essayer de mettre justement en évidence toutes les bandes de poussière qui sont autour de la nébuleuse, du coup, je fais monter le signal au cœur de la nébuleuse et du coup, je me retrouve à perdre des détails qui sont un petit peu noyés dans la dans la luminosité globale là, de l'étoile. Alors au contraire, sur la version ArcScene Stretch, on a des détails qui restent très fins jusque dans le cœur de la nébuleuse, jusqu'à proximité de l'étoile. Alors que ces détails-là, on voit, ils sont complètement perdus sur la version avec histogramme transformation. Donc on pourrait se dire pourquoi pas faire un mix, on va essayer de gagner un petit peu de détails en partant de, de la version ArcScene Stretch, en la mixant avec la version normale. Alors, attention, là, il y a aussi des choses à dire, il y a des choses aussi dont il faut tenir compte, et notamment certains process qu'on va utiliser potentiellement plus tard au cours du traitement, et notamment pour l'augmentation des détails sur l'image. Il y a beaucoup de process qui visent à augmenter les détails sur l'image, qui vont nécessiter d'avoir une bonne luminosité de départ de l'objet. Typiquement, moi j'aime bien travailler avec le process HDRMT, qui n'est pas du tout lié au HDR, on verra ça en détail dans la vidéo sur l'augmentation des détails, mais où justement on va pouvoir venir récupérer des détails dans les zones les plus lumineuses, en rééquilibrant un petit peu la luminosité. Alors j'ai fait l'essai sur cette version, c'est vraiment pour vous montrer une application du process HDRMT. Alors j'ai même pas mis de masque, hein, j'ai fait avec un masque généré directement par le process. C'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir, ce qu'on verra plus tard dans le tuto, mais il faut l'avoir en tête dès maintenant, parce que ça peut aussi conditionner la manière dont on fait la montée d'histogramme sur ce type d'image. Là, sur mon image histogramme transformation, si je applique HDRMT, voilà, c'est un exemple qui est un peu extrême, hein, faudrait pas faire ça en réalité, pas jusqu'à ce point-là, mais ça, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Et pareil, même chose sur ArcScene Stretch. Voilà, j'avais une image qui était très peu dynamique déjà à la base, et là je me retrouve avec une dynamique qui est totalement écrasée. Mais en revanche, on remarque que sur la version montée avec histogramme transformation, voilà, si j'enlève le HDRMT là, de ma version ArcScene Stretch, on voit qu'en fait les détails que je pensais perdus dans l'image de base, on pouvait se dire là que c'était perdu, c'était saturé, c'est trop blanc, et les détails étaient noyés. On se rend compte que derrière, avec certains process de rehaussement des détails qu'on va pouvoir utiliser, en réalité ces détails, non seulement ils sont pas perdus, mais ils vont être mis très bien en évidence, et même mieux que sur la version ArcScene Stretch de base. Donc là, l'exemple est vraiment caricatural, mais c'est pour illustrer ce principe-là, qui est que dans les zones avec une très forte luminosité, et où la luminosité a tendance à noyer les détails, derrière, il reste des process encore à appliquer qui vont nous permettre de regagner ces détails et qui vont atténuer la luminosité. Alors attention, hein, je disais, de manière générale, il faut un petit peu en garder sous le pied pour la montée d'histogramme, pour pouvoir réajuster derrière, mais attention à l'excès inverse, qui est de trop affaiblir la luminosité, de trop compresser la dynamique de certains objets, parce que là, au stade de la montée d'histogramme, c'est pas absolument nécessaire, et c'est même pas souhaitable, parce que ça va nous limiter derrière pour les mettre en œuvre des traitements de rehaussement de détails tels que HDRMT. Alors là, l'application du process est excessive hein, sur l'image de histogramme de transformation, et c'est vraiment pour illustrer voilà, ce point-là, qui est que les détails là, ils sont pas perdus, ils sont pas noyés, on va pouvoir aller les récupérer derrière avec HDRMT. Donc voilà, sur ce type d'image, gardez en tête voilà, qu'il faut trouver un équilibre sur les bandes de poussière. La luminosité de certains objets, on peut se permettre de la faire monter un peu, parce que ça va être utile derrière pour appliquer certains process d'augmentation des détails. Donc en réalité, sur cette image-là, la meilleure version, là il n'y a pas à se poser de questions, c'est bien la version histogramme de transformation, et pas la version masque stretch qui compresse déjà trop la dynamique et qui va nous limiter derrière pour l'augmentation des détails. Voilà, et enfin, dernier exemple qu'on peut donner un peu sur un objet toujours un petit peu du même style,
avec des zones de nébulosité un peu complexes. C'est une image qu'on avait déjà employée pour la calibration des couleurs. C'est le complexe du caméléon. Alors, on a 2 versions là qui sont très différentes et qui dépendent vraiment de la manière dont on va, continuer à travailler l'image. Sur la gauche, on a une version RGB, qui pourrait être issue d'une caméra couleur et qu'on traiterait, voilà, de manière à avoir une dynamique et un équilibre d'ensemble satisfaisant pour continuer le traitement derrière. C'est fait avec histogramme transformation. Et à droite, on a une version toujours RGB, mais qui cette fois serait plutôt destinée à un assemblage derrière avec une luminance. Là ici, c'est le process Masked Stretch qui est utilisé, ça donnerait globalement la même chose avec Arcsyn Stretch et des étoiles un petit peu mieux préservées. Et c'est pour illustrer voilà, le fait qu'on ne cherche pas sur la couche couleur à tirer l'histogramme de la même manière que pour une image de luminance ou pour une image qui est faite avec un capteur couleur et qu'on traite de manière autonome. Dans un cas, la luminance ou le traitement autonome capteur couleur, on va chercher à avoir une image qui est belle, qui a un équilibre d'ensemble qui est correct à l'issue de la montée d'histogramme, sinon c'est pas la peine de continuer, et qu'on va pouvoir raffiner derrière pour la montée de détail, la réduction du bruit, etc. Dans l'autre cas, quand c'est juste, le but c'est juste d'avoir une image couleur qu'on va venir compositer avec une luminance, on se moque un petit peu des niveaux de luminosité, du niveau de détail, c'est pas ça qui nous intéresse. D'ailleurs, on verra dans le tuto consacré à l'assemblage entre les couches RGB et la luminance, que bien souvent on vient flouter légèrement la couche couleur pour justement perdre un petit peu le bruit qu'il peut y avoir dessus. Et de toute façon, voilà, le niveau de détail n'entre pas en ligne de compte, puisque quand on va faire l'assemblage, ça ne concernera que la chrominance et pas du tout la luminance. C'est sur la luminance que sont tous les détails. Donc sur la version, on va dire, couche couleur, on cherche pas à avoir des niveaux très bien réglés, avoir des équilibres très bien réglés. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la préservation des couleurs. Et à ce niveau-là, on voit que ça a tellement bien conservé les couleurs que dans certaines étoiles, on commence à avoir des artefacts qui apparaissent. Ça, c'est pas trop grave dans la mesure où derrière, quand on va venir flouter, pour illustrer ça, si je fais un petit exemple avec le process True Wavelet Transform, je vais conserver, je vais enlever les détails sur les couches 1, 2, allez, même 3, histoire de faire un exemple vraiment qui soit visible. Voilà. On voit qu'une fois que je suis venu flouter mon image, puisqu'encore une fois, elle n'a pas de réel impact pour la couche couleur, même si voilà, on rentrera plus dans le détail dans le tuto correspondant. Mais on voit que là, même s'il reste quelques artefacts sur la couleur, on a beaucoup mieux conservé les couleurs, par exemple au centre des étoiles, sur cette image-là, que sur cette image-là. Sur l'image qui est faite avec une antéhistogramme classique, on va dire, là où on cherche vraiment à tirer un peu les niveaux, les étoiles sont plus lumineuses. Le fait qu'elles soient plus lumineuses, on a perdu un peu l'information de couleur qui est au centre. Là, l'étoile, elle ressort plus blanche, alors qu'elle ressort vraiment bleue sur cette version-là. Et c'est vrai pour les grosses étoiles comme pour les petites étoiles. Parce que là, même les petites étoiles sur cette version-là commencent à être un petit peu blanches au centre, alors que là, on voit que la couleur est vraiment bien préservée sur l'ensemble des étoiles. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il faut aussi garder en tête. On ne fait pas la montée d'histogramme de la même manière selon qu'on est sur une image autonome ou sur une couche de luminance et sur une image couleur qui derrière va être réassemblée avec une image de luminance sur laquelle il y aura les détails. On se préoccupe uniquement de bien préserver au maximum les couleurs et à cette fin-là, les process qui écrasent un peu la dynamique mais qui conservent bien, qui évitent vraiment les zones de saturation, typiquement Arcsyn Stretch et Mask Stretch donnent généralement de très bons résultats sur les couches couleurs. Voilà, donc à l'issue de ces différents essais sur différents objets avec différents process, on se rend bien compte qu'il n'y a pas nécessairement une manière de faire pour, même au sein de chaque type d'objet. Il faut savoir apprécier les caractéristiques spécifiques de chacune des images, de chacun des objets, avoir en tête ce qu'on va faire des images derrière, si on va les assembler avec d'autres, savoir si on va utiliser des process qui vont venir réduire la luminosité sur certaines zones de l'image. Tout ça, c'est à prendre en compte, évidemment, pour faire au mieux la montée d'histogramme. Ça explique que c'est assez compliqué de définir vraiment des manières de faire typiques et très reproductibles pour tous les objets, dans tous les cas de figure. Cependant, au vu de la liste là des différents objets qu'on vient de faire, on peut essayer de dresser voilà, une sorte de petit tableau, alors sous cette forme-là, très simplifié, mais qui donne qui résume un peu les grandes orientations qu'on peut retenir en matière de montée d'histogramme selon le type d'objet. Alors, attention, encore une fois, petite mise en garde, il faut bien, c'est un tableau récapitulatif qui
qui vaut pour l'essentiel des images, mais qu'il y aura toujours des contre-exemples dans toutes les catégories d'objets pour, selon les cas, pour retenir plutôt tel ou tel montée-histogramme, même celles qui ne sont pas recommandées ici. Donc encore une fois, là, ça fait appel bien sûr à votre propre réflexion sur vos images et l'expérience que vous avez acquise au fur et à mesure de vos traitements, eh ben, elle doit être mise en pratique à chaque nouveau traitement et pouvoir enrichir un petit peu la connaissance que vous avez de la manière de faire. Alors je précise tout de suite que dans ce tableau, classique pour moi, ça veut dire histogramme transformation, GHS, soft stretch, voilà, les montées d'histogrammes, on va dire, qui se basent sur des niveaux, sur des courbes de manière relativement classique. Ensuite, j'envisage dans la catégorie mixage, un mixage entre de la montée d'histogramme masquée et de la montée d'histogramme classique. Et enfin, dans la catégorie masquée, ben ça c'est les process type masked stretch, qui est le plus représentatif et qui peut s'utiliser de manière très différente sur quasiment toutes les cibles. Mais si on devait résumer, moi je le résumerais un petit peu comme ça, c'est-à-dire que sur les types d'objets type amas d'étoiles et les galaxies isolées sans halo ou extension, alors on les a traités un petit peu ensemble, mais en donnant des exemples quand même un petit peu différents pour essayer de montrer qu'il n'y avait pas une seule et même manière de faire. Ce qui est sûr, c'est que pour les amas d'étoiles, où il n'y a rien d'autre que des étoiles sur le champ, la montée histogramme classique, elle donnera à peu près systématiquement les meilleurs résultats. Les autres méthodes ne sont même pas recommandées, en fait, la montée d'histogramme masquée, parce que ça va justement affecter l'aspect des étoiles, ce qui est vraiment ce qu'on cherche à éviter sur ce genre de cible, et puis le mixage de fait n'a aucun intérêt, puisqu'on ne cherche pas là, à relever certaines structures au détriment d'autres qui seraient plus lumineuses. Voilà, il faut respecter la luminosité, l'échelle de luminosité des différentes étoiles sur le champ. C'est pour ça que là, pour moi, la montée d'histogramme classique, on va dire, s'impose. Dans le cas des galaxies isolées sans halo ou sans extension, c'est un tout petit peu moins vrai. On a vu que dans la très grande majorité des cas, la montée d'histogramme classique donnera là encore les meilleurs résultats. Cela étant, dans quelques cas de figure, sur certains objets, ça peut quand même être intéressant, notamment s'il y a des très gros gradients de luminosité au sein même de la galaxie. Ça peut être intéressant de faire un mixage avec une montée d'histogramme masquée. Mais la montée d'histogramme masquée en soi va détruire tellement la dynamique de la galaxie que vous ne pourrez pas l'utiliser vraisemblablement de manière autonome. C'est pour ça que là, je la déconseille dans ce tableau. Le mixage dans certains cas peut se justifier. La montée d'histogramme classique est toujours un bon choix. Pour les galaxies en revanche avec des halos ou des extensions, qui sont bien à mettre en évidence, vous obtiendrez également toujours des bons résultats avec la montée d'histogramme. On l'a vu avec la montée d'histogramme classique, on l'a vu là dans les exemples, mais le mixage là ici est réellement intéressant. Le mixage il est réellement intéressant dans ce cas-là parce qu'il va permettre de mettre en évidence des zones de l'image qui sinon seraient un petit peu cachées avec la montée d'histogramme classique, genre les faibles extensions, et il va permettre aussi d'atténuer un petit peu la très forte dynamique, souvent des galaxies qui sont plus lumineuses dans le noyau qu'en périphérie. Et ça va permettre de gagner comme ça pas mal de détails même dans la galaxie. Donc voilà, c'est à faire avec parcimonie, hein, faut pas trop appuyer sur le masque, parce que sinon sur le mixage avec le masque, parce que sinon on va perdre en luminosité, et derrière on va venir se limiter un petit peu pour la montée de l'augmentation des détails qu'on fera plus tard. Mais là c'est vraiment le cas dans lequel le mixage présente un intérêt évident. Pour les nébuleuses, on a vu où il n'y a pas du tout de fond de ciel qui est visible, on ne cherche pas un énorme contraste sur l'image, on ne cherche pas à rehausser énormément des zones, de toute façon les zones de nébuleuse sont présentes partout. Donc dans ce cas-là, la montée d'histogramme classique, on va dire, est sûrement la meilleure solution, mais le mixage est aussi très intéressant selon les types de cibles. Si on a vraiment des trop gros écarts de luminosité, ça peut être très intéressant à ce moment-là de recourir au mixage. La montée masquée, encore une fois, là, dans ce cas-là, se justifie quand même nettement moins parce qu'elle va totalement aplatir, encore une fois, la dynamique. C'est le plus gros défaut de cette manière de faire, et ça se justifie pas réellement dans le cas des nébuleuses. Alors on n'en a pas parlé, on n'a pas donné d'exemple sur des nébuleuses planétaires, mais sur les nébuleuses planétaires où en général, alors c'est très variable, il y a des nébuleuses planétaires où il n'y a absolument aucun détail, parce que c'est juste une petite bille, une petite boule de gaz, et il y a rien à voir de particulier, donc là on va plutôt chercher à relever un peu la luminosité de l'objet, si c'est des choses très faibles. Si c'est des nébuleuses planétaires du type M27, où là il y a énormément de détails sur toutes les couches de l'image,
Il y en aura sur la luminance, il y en aura sur le H-alpha, il y en aura sur le O3. Là, évidemment, on peut se permettre de recourir un petit peu plus à la montée histogramme masquée en vue de faire un mixage avec une montée histogramme traditionnelle pour gagner justement en détail dans toutes ces zones. Les grands champs avec des nébuleuses, alors que ce soit des nébuleuses par émission, par réflexion, et y compris des nébuleuses obscures, c'est souvent le cas. Là, ici, on a vu que les deux se valent, en fait. La montée histogramme classique donne encore une fois des bons résultats. Il y a très peu de cas dans lesquels la montée histogramme classique ne donne pas de très bons résultats. Et le mixage, là aussi, donne également de très bons résultats. Alors, selon que vous préférez des images plus contrastées, je privilégierais plutôt une montée histogramme classique. Si vous voulez des images avec plus de richesse dans les poussières, avec plus de présence, des faibles extensions, au détriment de la dynamique un petit peu d'ensemble, en sachant que ça peut se recorriger un petit peu après, voilà, on partirait plutôt sur un mixage. Ça, c'est la montée masquée, là encore une fois, ne donne pas réellement de résultats très satisfaisants parce qu'elle écrase trop la dynamique, alors que c'est justement sur ces zones-là où on cherche à avoir une bonne dynamique, un grand contraste pour privilégier un effet un peu de relief de l'image. Donc voilà, la montée d'histogramme masquée ne se justifie qu'en vue du mixage. À voir après aussi en fonction de vos goûts personnels. On a vu que c'était plus là une affaire un peu subjective, de préférence en matière d'équilibre entre la dynamique de l'image et la présence de certaines nébulosités. Et enfin, pour le traitement des couches couleurs, alors que ça soit RGB ou SHO, eh ben c'est le seul cas en définitive où la montée d'histogramme classique sera nettement inférieure à la montée masquée, parce que là, la montée masquée va permettre vraiment de préserver la luminosité au sein des étoiles, au sein des petites étoiles, au sein surtout des grosses étoiles, et au lieu d'avoir des grosses étoiles qui sont lumineuses et peu colorées en fin de montée d'histogramme, là on aura des étoiles beaucoup moins saturées, pas saturées du tout, même en réalité si c'est bien fait, donc moins lumineuses, et avec beaucoup d'informations sur la couleur, une grande richesse de nuances, une palette beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait obtenir avec une montée d'histogramme classique. Et dans ce cas-là, évidemment, le mixage en lui-même, comme c'est en vue de réaliser une couche RGB qui sera remixée avec une luminance, ne se justifie pas du tout. Voilà, les quelques orientations que moi je peux donner, les quelques conseils que je donnerais, en gardant en tête encore une fois qu'il n'y a pas de vérité absolue en la matière, que il faut tester des choses, il faut se sentir libre de tester ce qu'on veut. Ce que je donne là, c'est uniquement des recommandations, un peu des grandes lignes qui seront à suivre dans l'essentiel des cas, mais on peut tomber sur des objets et sur beaucoup d'objets. Il y a sûrement beaucoup d'objets qui constitueront des contre-exemples à ce que je peux donner ici. Donc voilà, soyez toujours libre de vous fier à votre intuition, à votre jugement sur votre image et de lui appliquer les montées histogrammes que vous considérez être les meilleurs pour parvenir au résultat que vous vous êtes fixé en termes de rendu, de dynamique, d'équilibre, de contraste, etc. etc. Voilà, ben on en a fini pour cette troisième vidéo sur la montée d'histogramme, et du coup on en a fini avec la montée d'histogramme. C'était un gros morceau. J'ai conscience que les vidéos étaient peut-être un petit peu longues, mais bon voilà, il y a beaucoup de choses à dire, et il y aurait eu encore beaucoup de choses en plus supplémentaires à dire dans beaucoup de cas de figure différents, mais bon, on en abordera encore quelques-unes au cours des tutos qui suivront. Et maintenant, on en a fini avec la partie donc montée histogramme. On va pouvoir s'attaquer à la partie du traitement de l'image au stade non linéaire. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir, donc ça fera encore des vidéos, j'espère, intéressantes pour vous qui suivez cette série. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention, et j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura intéressé. Et puis donc on se donne rendez-vous à très bientôt pour la suite avec le début du traitement de l'image au stade non linéaire cette fois. Allez, salut!